dernière conférence de la matinée qui nous est présentée par l'entreprise VisiPlus au sujet du retargeting et de toutes les méthodes qui sont aujourd'hui utilisées pour essayer de garder le client le plus fidèle possible. Donc je vous demande d'accueillir Alexandre. C'est ça, Alexandre. Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle donc Alexandre Hullerne. Je suis le responsable compte clé de la partie agence de VisiPlus, puisque nous avons une double casquette, à savoir avant tout historiquement une agence conseil en marketing digital. On a été dans ce cadre-là d'ailleurs lauréat en 2009 et 2010 du concours Deloitte Fast 50. Et très récemment, et on en est très fiers, nominé aussi aux European Search Awards qui ont eu lieu cette année sur Berlin. Ça, c'est donc sur la partie agence de VisiPlus. Et nous avons aussi la casquette d'organisme de formation. Nous avons plus de 25 thématiques de formation sur l'e-marketing et la communication digitale. Et nous avons à ce jour formé plus de 5000 personnes sur les différentes thématiques. Et vous voyez un certain nombre des entreprises qu'on a pu accompagner dans ce cadre-là. Je vous laisse un petit déroulé des différentes thématiques que nous proposons actuellement. Certaines d'entre elles d'ailleurs parlent de remarketing et vous pouvez voir donc l'étendue en fait des différentes thématiques qu'on peut vous proposer sur des formats de 2 jours généralement. Nouveauté chez VisiPlus, la possibilité maintenant de passer des cycles certifiants qui sont un cumul en fait de différents modules des thématiques de formation qu'on peut proposer et qui sont particulièrement enrichissantes en termes de CV. Bien, la thématique du jour, c'est donc du retargeting ou comment arriver à garder le contact avec son audience. Vous devez tous, j'imagine, être déjà sensibles aux problématiques d'acquisition de clients, d'acquisition de visiteurs. Donc je suppose que tous vous faites, ou en tout cas vous devriez faire du search avec peut-être des campagnes de référencement naturel, certainement des campagnes Google AdWords, beaucoup d'énergie qui est dépensée pour faire venir des gens sur votre site. Malheureusement, faire venir les gens sur son site, c'est la première base qui est nécessaire à pouvoir après exploiter cette visite. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Alors vous allez m'excuser, j'ai une toute petite voix. J'ai pris un petit peu froid en arrivant sur Paris. On est basé nous sur Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur, et ça risque d'être un petit peu pénible pour moi. Alors un constat, donc vous faites de l'acquisition de trafic. Vous arrivez, bravo, à faire venir des gens sur votre site internet. Du SEO, de l'AdWords, du social ads, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous permettre de développer votre trafic. Ça, c'est la bonne nouvelle. Des gens arrivent sur votre site et vous avez plutôt de quoi être content de ça. Malheureusement, la statistique veut que finalement, seulement 2% de vos visiteurs vont effectuer une conversion. Une conversion qui peut être un acte d'achat, qui peut être une demande de contact, une demande de devis, qui sont en fait les différents objectifs que vous pouvez avoir sur votre site internet. 2%, c'est le taux de conversion moyen sur l'ensemble des sites actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien pour ces 2%. Que se passe-t-il de ces 98% de visiteurs supplémentaires? Eh bien, s'ils ne convertissent pas, c'est que vous avez dépensé de l'argent, c'est que vous avez dépensé de l'énergie, finalement, sans qu'ils atteignent les objectifs que vous aviez prévus pour eux. Donc, ne pas garder le contact avec ces internautes pour les inciter à interagir et à s'engager dans le process de conversion, c'est tout simplement perdre de l'argent. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Marcel Leustein-Blanchet, qui n'est pas n'importe qui quand même, le fondateur de Publicis, et qui part de ce constat-là, c'est que la répétition fait la réputation.
et que votre image de marque et votre notoriété va très clairement être un des éléments qui va vous aider à convertir. Donc je vais maintenant, là l'idée de cette présentation, ça va être de vous donner un panorama des différentes possibilités du retargeting, avec une illustration sur quelques cas pratiques, sans rentrer nécessairement dans le détail de chacun des aspects techniques. Je vous inviterai pour ça à éventuellement venir en discuter avec moi à l'issue de la présentation, mais plutôt de vous montrer de manière générale le fonctionnement, les bénéfices et un certain nombre de conseils dans la mise en place d'une campagne. Un constat, quelques petites données qui viennent illustrer l'intérêt et la nécessité de travailler votre conversion et par le biais, entre autres, du remarketing. On sait que plus de la moitié des internautes doivent visiter un site entre 2 et 4 fois avant de convertir. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut les faire revenir sur votre site. Il ne faut pas s'imaginer qu'un canal d'acquisition, comme du référencement naturel par exemple, qui vous positionnerait sur vos mots-clés core business, va suffire à vous générer du lead, va suffire à faire du développement commercial par le biais de votre site. La conclusion en est que très clairement, il faut garder le contact avec vos visiteurs, capitaliser sur ces efforts qui ont été faits pour les inciter à aller plus loin dans leur processus d'achat ou dans leur processus de conversion. Et pour ça, le retargeting, c'est la solution qu'il faut absolument intégrer dans un plan 360 de développement sur le digital. Le principe, alors vous devez tous voir plus ou moins comment est-ce que ça fonctionne. Je vais le résumer là par ce petit schéma. Le fonctionnement du remarketing. Un internaute vient sur votre site. Une fois arrivé sur votre site, il est identifié à l'aide d'un script qui va être intégré sur l'ensemble des pages de votre site, qui va relier en fait sa visite à son adresse IP. Et qui va permettre du coup de l'ajouter à ce qu'on appelle une liste de retargeting. Cette personne vient chez vous, donc vient sur votre site. Malheureusement, elle ne fait rien. Elle ne vous achète rien, elle ne rentre pas en contact avec vous. Donc finalement, elle n'a pas concrétisé ce que vous auriez voulu qu'elle effectue sur votre site. Donc, elle repart de votre site. Et parce qu'il a été identifié, parce qu'il a été rajouté à une liste de remarketing, il va pouvoir voir la bannière publicitaire que vous lui avez destinée sur d'autres sites de sa navigation courante, on va dire. On va avoir des différents réseaux de diffusion, mais parce qu'il est venu, qu'il a témoigné d'un intérêt, que du coup vous aviez identifié l'intérêt, vous, de le suivre pour l'inciter à agir, il va avoir vos bannières, les bannières de votre société, les bannières de vos produits vont retenir son attention, vont l'inciter finalement à agir et à revenir sur le site. Et à sa revisite sur votre site, que ce soit sur la home page ou que ce soit sur une page produit ou sur une landing page, son potentiel à transformer est beaucoup plus important. Alors plusieurs thématiques là que je vais évoquer avec vous sur les différentes solutions et les différentes possibilités de remarketing. Alors je vais boire une petite goutte d'eau. Excusez-moi. Alors, comme on va le voir, il y a effectivement plusieurs solutions de retargeting. Les plus classiques au niveau du display, qui sont le retargeting statique, qui sont aussi au niveau des e-marchands qui possèdent un flux produit, le retargeting dynamique. Mais il y a aussi d'autres possibilités, notamment l'email retargeting, qui peut être fait sur un format envoi d'email, mais aussi sur un format display. C'est celui que je vais développer avec vous. Les possibilités aussi de recibler vos internautes dans le cadre des médias sociaux. Il y aura un petit focus qui sera fait sur Facebook et sur Twitter. Et des nouveaux supports qui sont archi valorisants en termes de mémorisation de la marque, que sont la vidéo et que sont le mobile. On finira la présentation avec un certain nombre de conseils et de bonnes pratiques dans la mise en place d'une stratégie de remarketing. Petit sondage d'ailleurs au préalable. Quels sont parmi vous ceux qui déjà ont mis en place une campagne de retargeting sur leur site? D'accord, bon, quand même quelques-uns. Très bien. Les autres, il faut s'y mettre. Alors
Alors attention, comme je vous disais, plusieurs types de remarketing. Il ne faut pas mélanger les différentes solutions, mélanger les différents réseaux de diffusion qui ont chacun leur particularité et des objectifs distincts. Essentiellement, ce qui va faire la différence entre les différentes solutions, ça va être d'une part le réseau de diffusion et le réseau d'affichage qui va être disponible, et d'autre part les possibilités de personnalisation du message et des bannières, et notamment si elles vont pouvoir être dynamiques ou pas. Donc on va le voir maintenant avec le remarketing statique, on va l'évoquer. Là, très rapidement, d'abord, un panorama des réseaux de diffusion. Un des réseaux les plus connus, les plus classiques, et qui a souvent été un de ceux les plus fréquemment utilisés en lancement de campagne, c'est le GDN, qui est le Google Display Network, et qui est en fait l'ensemble réseau de sites partenaires de Google qui propose de l'affichage et du coup de l'impression pour vos bannières publicitaires. L'autre grand réseau de diffusion qui a été énormément développé maintenant avec l'avènement du RTB, ce sont les ad exchange. Les ad exchange, ce sont des réseaux finalement de diffusion qui vont intégrer un très très grand nombre de supports et qui vont permettre de segmenter et d'acheter finalement impression par impression en fonction de la segmentation de la campagne. Le RTB, c'est l'acronyme de Real Time Bidding et c'est un système d'enchères qui permet d'acheter en temps réel des espaces de display impression par impression et en se focalisant sur une typologie de support par rapport à votre cible. Ces possibilités d'achat maintenant par le biais d'ad exchange, elles ont permis aussi de pouvoir générer de la diffusion sur les réseaux sociaux. On peut maintenant remarketer et proposer un message, proposer une bannière dans Facebook, proposer un message ou du tweet sponsor dans Twitter et maintenant aussi de la vidéo sur YouTube. Au global, sachez que le cumul de l'ensemble des réseaux de diffusion qui sont éligibles à du retargeting, c'est plus de 97% des internautes. En termes de reach, on peut difficilement mieux faire. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui viennent sur votre site, ils vont nécessairement aller sur un site le jour même ou dans les jours à venir qui sera à même de leur proposer une de vos bannières de retargeting. D'abord, le retargeting statique. Alors, le retargeting statique, qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que ça va être différent du retargeting dynamique ? C'est qu'il va comprendre un set de bannières qui va être personnalisé, mais qui là, pour le coup, va être créé à l'avance en fonction du scénario de ciblage. C'est pour ça que le set de bannières qui est créé en amont n'est pas directement dynamique par rapport au comportement de votre internaute et par rapport à ses témoignages d'intérêt, mais il va devoir être réfléchi en amont avec un message particulier. Le remarketing statique, il est essentiellement orienté vers de la notoriété et de l'image de marque. On n'est pas sur un process là qui est exclusivement focalisé sur de la conversion, mais aussi sur des notions de branding. Le branding, donc de l'impression finalement publicitaire, même s'il n'y a pas une conversion derrière, c'est un élément qui va permettre de rassurer votre visiteur et qui va contribuer finalement après au potentiel de votre marque à générer de l'interaction. Donc retargeting statique, orientation vers de la notoriété et de l'image de marque, permet de définir des scénarios en fonction des critères d'audience. Ces critères d'audience et ce ciblage, effectivement, ils sont très importants. On y reviendra un petit peu plus tard dans les critères d'optimisation de la campagne. Effectivement, je ne vais pas m'adresser de la même manière à quelqu'un qui est tout simplement venu sur mon site à visiter la home et est reparti au bout de 2 secondes sans me témoigner finalement d'aucun intérêt, d'aucun engagement, que de la personne qui est restée 10 minutes sur le site à consulter d'abord 2 pages catégories plus 3 pages produits qui vont me montrer finalement qu'il est déjà réchauffé en fait sur un message que je vais pouvoir lui proposer. Donc le ciblage et la segmentation de l'audience, c'est un des éléments les plus importants parce que c'est ça qui va déterminer le message et le contenu de ma bannière.
Typiquement, quelqu'un qui vient sur mon site, il est beaucoup moins important, il est beaucoup moins chaud, il nécessite beaucoup moins d'efforts de ma part, finalement, pour concrétiser, que quelqu'un qui a déjà rajouté un produit ou un article à son panier. Lui va nécessiter un traitement de la campagne qui sera différent. Alors le plus simple, c'est de vous donner un petit exemple donc d'un compte dont je me suis occupé, pour lequel on a mis en place une campagne Stressless, je ne sais pas si vous connaissez, qui font du meuble très haut de gamme, et qui pour le coup sont venus nous voir en nous disant on arrive à se générer pas mal de trafic par le biais de notre site, et là vraiment notre objectif c'est d'arriver à développer d'une part la mémorisation de notre marque, donc le reach et la surface de visibilité de la marque, et aussi et avant tout de booster la demande de catalogue. On a mis en place une solution et une campagne de retargeting. Donc le concept est le même, on va capitaliser sur les personnes venues sur le site. Ils avaient un très gros volume de trafic, donc on a intégré un script sur l'ensemble des pages de leur site en se disant que toute personne venue sur leur site de manière globale était digne d'intérêt, dans le sens où la demande de catalogue, c'est quelque chose qui est relativement indolore. On n'est pas sur de la demande de devis, donc c'est quelque chose qu'on peut proposer à un très grand nombre de personnes. Donc le concept reste le même, quelqu'un est venu sur le site, il est identifié, on va donc lui proposer de la bannière sur son réseau de navigation quotidien, on va dire. Là on a pris l'exemple d'un site, d'un gros éditeur comme le Nouvel Obs. Je suis venu sur le site, je n'ai rien fait, je suis digne d'intérêt, je vais par la suite sur le Nouvel Obs, et là, parce que j'ai été identifié comme intéressant par la marque, on va me proposer une bannière à moi spécifiquement qui va là pour le coup m'inciter à télécharger le catalogue. Le résultat en fait de cette campagne qui a remotivé les internautes d'une part à revenir sur le site mais à aller plus loin dans leur démarche, elle a été qu'au-delà du reach et de l'étente de la surface de la marque, on a réussi à générer plus de 200% de plus de demandes de catalogue sur la période. Là, en l'occurrence, ça a été fait aussi dans le cadre d'une landing page spécifique qui a été créée et qui a beaucoup aidé à la conversion. Donc, je vous ai parlé de remarketing statique, celui qui est essentiellement orienté branding, qui ne va pas nécessiter de flux de produits, donc qui ne sera pas dynamique. Par contre, celui auquel vous êtes assez souvent confronté, pas forcément en tant qu'annonceur, mais plutôt en tant qu'internaute, c'est très souvent celui qui est utilisé par les e-marchands et qui est le remarketing dynamique. Là, pour le coup, le retargeting dynamique, comment est-ce que ça fonctionne? Le principe est exactement le même, finalement, que sur du statique, si ce n'est qu'on va pouvoir avoir un scénario et une segmentation du ciblage qui est beaucoup plus fine et qui va pouvoir reprendre l'intérêt qui a été marqué par telle ou telle fiche produit. Les différences avec le remarketing statique, c'est donc que ces bannières, elles sont générées dynamiquement. En gros, je suis venu sur une page produit, j'ai ajouté ce produit à mon panier. Là, l'annonceur ou le site qui peut être amené à vouloir capitaliser sur ma visite a vraiment intérêt à me proposer un message qui est très incitatif et qui est très lié à ce produit-là, et qui va permettre en fait de générer en temps réel une bannière qui va reprendre le produit ou une catégorie de produits similaires. Par rapport au retargeting statique, là on est sur de l'archi-personnalisation. La reprise des trois derniers produits consultés, par exemple, c'est quelque chose qui est très incitatif et qui est très générateur de conversion. C'est essentiellement utilisé, puisque c'est quand on a des flux produits, par des e-commerçants. Donc c'est vraiment très orienté produit et très orienté conversion. Contrairement, dans certains cas, à des campagnes de retargeting statique, très souvent, la facturation, elle se fait au CPC ou à l'action. Et il faut faire attention, dans certains cas, on le verra un petit peu plus tard, aux problématiques de cannibalisation et aux problèmes des modèles d'attribution. Donc cette ultra-segmentation et cette personnalisation du message, très clairement, elle favorise l'engagement et la conversion. A fortiori, quand on est sur une démarche d'achat. Vous le voyez très très souvent avec les e-marchands.
Au final, par rapport à du statique, les CTR et les taux de conversion sont bien plus élevés. Parce que comme on est sur de l'archi-personnalisation, forcément on parle plus directement au visiteur, on va plus directement dans sa problématique. La limite, mais on le reverra un petit peu plus tard, c'est que cette solution-là, pour être implémentée, elle va nécessiter une très grosse volumétrie de trafic. Pour pouvoir se permettre de faire de l'archi-segmentation et de l'archi-ciblage, il faut avoir un volume suffisant pour que ce soit pertinent et qu'on puisse après traiter la data. Bon, un petit exemple, celui d'ailleurs où on est confronté très, très régulièrement et qui va illustrer à quel point il faut faire attention dans le cadre de campagnes dynamiques à la manière dont vont être capés les différents affichages, parce que ça peut sinon avoir un effet qui est discutable, on va dire. Donc je vous ai pris cet exemple. C'est moi-même d'ailleurs qui avait été navigué sur le site de Sarenza, en l'occurrence, et j'avais décidé de me mettre au running. C'était les bonnes résolutions de la début d'année. Je consulte une fiche produit et très clairement, je me suis fait retargeter selon le principe que j'ai évoqué avec vous. J'ai vu une première fois la bannière sur Météo France. Je continue ma navigation classique, là en l'occurrence sur le Figaro. À niveau, je vois une nouvelle bannière. Là, on est sur du produit. Donc là, très clairement, je sais que cette bannière, elle s'adresse exclusivement à moi, puisqu'elle reprend, en l'occurrence, la paire de baskets que j'avais consultée. Et on peut avoir un volume d'impression et un volume d'affichage qui est très, très, très important et qui peut être intrusif. Donc oui, c'est efficace parce que dans un premier temps, je me dis, oui, effectivement, c'est vrai que j'avais pensé m'acheter cette paire de baskets, il faudrait peut-être que j'y aille. Je le vois une fois, je le vois deux fois, je continue, je le vois trois fois. Bon, là, en fait, j'ai bien intégré qu'il fallait que je la rachète et finalement, j'avais décidé de ne pas prendre celle-là. Et notamment parce que j'avais été en acheter une à côté de chez moi, dans le magasin de sport. Néanmoins, les jours d'après, je continue à avoir de l'affichage sur cette même paire de baskets avec ce même e-marchand. Et l'inconvénient étant que ce qui se voulait à l'origine un outil qui allait favoriser la conversion, attention, parce que la sursollicitation, tout ça c'est dans la même journée. Quasiment, je vais sur l'équipe.fr, je vois à nouveau systématiquement la même bannière. La sursollicitation, elle peut nuire à l'image de marque, très clairement. Et même au bout d'un moment, alors je ne vous fais pas le défilé de tous les sites sur lesquels je suis allé. On voit le site du Bon Coin, oui, je voulais aussi m'acheter une nouvelle voiture. Je vais moi-même aussi sur Facebook. C'était pendant l'heure du déjeuner, si mon boss est dans les parages. Et au final, très clairement, ça peut virer au matraquage. De l'intérêt de gérer et d'optimiser ces campagnes de manière assez fine pour que le bénéfice que je peux en avoir en termes de conversion ne soit pas trop néfaste par rapport à l'impact que ça peut avoir sur de l'image de marque. De ce fait, quelques petits conseils dans le cadre de lancement de campagne de retargeting. Il faut absolument segmenter votre audience. Là encore, je vous l'avais dit, et c'est valable pour quelques solutions de retargeting que ce soit, je ne m'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui est à peine exposé à ma marque, qui voit à peine qui je suis, qu'à quelqu'un qui, par exemple, est venu sur mon site alors qu'il est déjà client. Donc il faut absolument segmenter l'audience. Ensuite, fonction de cette audience et de ce segment qui aura été identifié, il faut caper le volume de diffusion par rapport à sa cible. Autre chose, c'est un des travers de beaucoup de solutions de retargeting, c'est qu'il est assez difficile de pouvoir visualiser l'ensemble des sites sur lesquels vous allez être diffusé et le nombre de fois où vos visiteurs vont être exposés à vos bannières. Donc essayez, si vous tentez de mettre en place une campagne, en tout cas de privilégier une solution qui soit transparente. Autre petit conseil sur du retargeting dynamique, solution transparente si possible et surtout qui va vous permettre de contrôler les paramètres d'affichage. Il y a plusieurs business models d'entreprises de retargeteurs qui sont relativement figés dans les possibilités d'optimisation des campagnes et qui notamment donnent très peu d'accès en termes de reporting à ce qui peut être paramétré ou pas. Autre conseil,
adapté à votre cycle de vente, aucun intérêt de continuer à recibler une personne sur un process dans lequel vous savez qu'il a déjà dû agir. Très clairement, si je sais que pour vendre une paire de baskets, mon cycle de vente, il est entre 3 jours et 1 semaine maximum, et que statistiquement, je n'ai quasiment jamais personne qui revient acheter ce produit au-delà d'1 semaine, aucun intérêt à continuer à faire tourner la campagne pendant 6 mois. Et faites attention, ça c'est quelque chose qui est vraiment assez fréquent et qui est très très néfaste pour les campagnes. Autre élément, ça paraît évident, mais c'est pas toujours fait. Extraire les visiteurs qui viennent d'acheter. On peut tout à fait être sujet à du remarketing dynamique, comme on l'a vu là, avec des gens qui vont continuer à avoir de l'impression alors qu'ils ont effectué leur acte d'achat. Là, très clairement, l'impact, il est archi négatif. Donc, il faut, dans les paramétrages de campagne, arriver à coupler ça avec votre CRM pour pouvoir faire sauter, en fait, et sortir de votre liste de remarketing les personnes ayant déjà interagi. Alors, autre solution qui n'est pas très souvent utilisée, ou pas encore très souvent utilisée, qui fonctionne de la même manière en termes de diffusion et en termes de réseau de diffusion, si ce n'est que là, ce qui va lancer la segmentation, ce qui va permettre l'identification de la personne à recibler, ne va pas être un script qui va être posé sur votre site. Donc on ne va pas la recibler un visiteur de votre site, mais on peut être capable maintenant de le faire depuis l'ouverture d'un de vos emailing. C'est-à-dire que, très clairement, vous m'envoyez un emailing, je l'ouvre, finalement je ne vais pas aller sur votre site, parce que le message, par exemple, ne m'intéressait pas assez, par exemple, mais vous allez néanmoins, parce que j'ai ouvert ce mail, pouvoir être ciblé et rajouté à une liste de remarketing spécifique. Et après, le même process, on diffuse ma bannière parce qu'on a identifié un intérêt de ma part. Un des gros avantages de cette solution-là, donc je recible depuis l'ouverture d'un email, c'est que ça permet d'élargir sa cible. Sur certaines sociétés qui font beaucoup d'emailing, qui shootent à un très très gros volume, on peut se rendre compte qu'il y a finalement plus d'ouvreurs de leur mail que de visiteurs mensuels sur leur site, quand il y a une grosse campagne qui est lancée. Et du coup, ça permet très clairement d'élargir sa cible. Voilà, audience parfois plus importante même que les visiteurs. Autre élément, c'est que ça va vous permettre aussi de donner un message qui est différent, d'avoir une campagne en parallèle qui va permettre de s'adresser différemment à vos visiteurs et d'affiner peut-être la manière dont vous allez vous adresser à eux. C'est un très bon complément pour générer de l'image de marque. Le retargeting social. Alors, c'est plus une nouveauté, ça fait 2-3 ans maintenant que c'est possible, d'abord par Facebook et maintenant par Twitter. Au-delà des différents réseaux que peuvent proposer soit le GDN ou soit les ad exchange, on l'a dit, 97% de sites qui peuvent toucher vos internautes. Facebook, la stat, elle parle d'elle-même. 1,4 milliard d'utilisateurs actifs, 26 millions en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos visiteurs, vos clients, vos prospects, ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook et donc c'est une surface de visibilité qu'il est impossible de laisser de côté. Et il faut absolument pouvoir capitaliser sur leur présence sur ces réseaux sociaux. Le fonctionnement, il est similaire. On va identifier, là encore, que ce soit depuis l'ouverture d'un mail, mais surtout, essentiellement, depuis une visite sur votre site, un internaute qui va être rajouté à une liste de remarketing. Et là, au lieu de voir vos bannières sur un réseau de diffusion lambda, il va pouvoir vous voir à l'intérieur de sa plateforme Facebook. 2 possibilités d'impression sur Facebook pour rentrer un petit peu dans le détail. Donc, depuis que Facebook a ouvert en fait sa plateforme publicitaire, il y a 2 emplacements essentiellement qui va permettre de diffuser vos annonces. Il y a ce qu'on appelle le RHS. Alors pour les initiés, c'est le right hand side. C'est les petites vignettes qui se trouvent en fait sur le côté à droite de votre page Facebook quand vous êtes sur votre compte. Et une des nouveautés qui a quelques mois maintenant, ça date de l'année dernière, qui est le newsfeed. Il y a des possibilités maintenant de venir faire de l'actu sponsorisé et qui là offre le gros avantage d'avoir une surface de visibilité qui est beaucoup plus importante.
Hein, donc c'est ce qu'on appelle le newsfeed. Le newsfeed, nous on le recommande beaucoup parce que ça a un bien meilleur impact, ça a un bien meilleur CTR, et pour générer de l'engagement, pour créer une affinité avec de la marque, c'est beaucoup plus efficace. La manière de le traiter par rapport à de la vignette telle qu'on pourra la mettre sur les petites vignettes de droite, c'est qu'on doit donner du bénéfice, on doit donner du contenu. Donc on est vraiment plus typiquement sur une type de communication, même si elle est promotionnelle, avec du content marketing. Autre élément concernant le newsfeed, c'est qu'on est sur des CPC qui sont quand même bien plus élevés qu'elles ne le sont sur le côté droit et sur le mode vignette. Le mode vignette, le CDR est plus bas, bon côté, le CPC est bien plus bas aussi. Il est essentiellement utilisé pour faire du remarketing produit. Tipeee marchand, hein, vous devez y être confronté aussi assez souvent. Autre petite spécificité qui est valable aussi pour Twitter, et on en reparlera tout à l'heure sur les problématiques de cross-device, c'est que et Facebook et Twitter permettent de vous recibler depuis une visite qui a été faite depuis un desktop, et parce que vous avez un compte utilisateur ouvert, que ce soit Facebook ou que ce soit Twitter, ces plateformes publicitaires, elles vont permettre de vous recibler en cross-device sur votre mobile. En l'occurrence, faire du retargeting Facebook et avoir du newsfeed sur son mobile, c'est extrêmement valorisant parce que la surface de visibilité d'un newsfeed sur le mobile, elle est extrêmement importante et très valorisante et intéressante. On le reverra un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Quelques petits conseils Facebook remarketing. Un certain nombre sont d'ailleurs communs à quelques solutions de remarketing qui soient déployées. Il faut changer régulièrement vos bannières, sinon on fait face à ce qu'on appelle de l'ad fatigue, et l'impact que doit avoir votre message, pour le coup, on s'en ressentira forcément fortement. Donc changer les bannières, garder une cohérence, ce qu'on appelle l'odeur de l'information entre bannières et les pages de redirection. La charte graphique, la couleur en fait du message que vous allez donner entre vos bannières et votre landing page ou la home page de votre site, c'est toujours beaucoup plus efficace de rester dans le même environnement. Hein, l'internaute comme ça, le visiteur n'est pas perdu et n'a pas à réfléchir et identifie tout de suite qu'il est sur la même entité, qu'il y ait une cohésion. Bien évidemment, hein, un visuel qui soit impactant. Bien évidemment aussi, puisqu'on est sur des problématiques de conversion, hein, l'idée là c'est de générer de l'engagement, c'est de générer une transformation d'une manière ou d'une autre. Donc rajouter un call to action, c'est absolument indispensable. Postulez, téléchargez, devenez fan. Là on est spécifiquement sur du Facebook. On le verra aussi un petit peu plus tard sur d'autres messages à intégrer sur vos bannières. Autre chose, tester des bannières. Ça c'est l'ADN de VisiPlus, mais maintenant de toute l'approche de marketing digital, et de se dire il faut absolument tester et mesurer pour améliorer. Donc il y a des sets de bannières, il y a des messages qui sont plus efficaces que d'autres. Donc en les renouvelant, en les changeant pour éviter la fatigue, mesurer ceux qui fonctionnent le mieux, c'est indispensable. N'attendez plus, effectivement, on l'a vu là, le coût des achats publicitaires sur Facebook, mais c'est d'ailleurs valable sur l'ensemble. Maintenant, des supports augmentent, donc ne tardez plus pour ceux qui ne le font pas, encore. On a parlé de Facebook, Twitter, écoutez, même considération, hein, 284 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Ce que ça veut dire, c'est que vos clients, vos prospects, ils sont aussi sur Twitter. C'est un support, c'est un média qui est innovant, qui se veut à la pointe. Et en termes de communication et de marketing B2B, c'est quelque chose que nous, on recommande fortement. Hein, donc là, on le voit, je vous ai fait ressortir l'impression en fait que représente un tweet sponsor qu'on avait fait pour un de nos clients. Autre support, de plus en plus utilisé, nous on le recommande énormément parce que en termes de mémorisation de la marque, on se rend compte que, sans parler de remarketing, mais de manière globale, un message qui est diffusé sur un format vidéo a 5 ou 6 fois plus d'impact que sur une bannière, même si elle est dynamique.
Au-delà de ça, le support, 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, 24 millions en France, c'est le 3e site le plus visité. Là encore, c'est un espace, c'est une plateforme sur laquelle vos internautes et vos clients vont. Et donc, il est, si ce n'est indispensable, en tout cas très très bénéfique de pouvoir le toucher sur ces supports. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu, ça risque d'être un tout petit peu laborieux. Sachez qu'il est possible de diffuser de la publicité et notamment donc de la publicité retargetée sur YouTube selon différents formats. On peut avoir un format qui va être de la vidéo avant le lancement de la vidéo que vous souhaitiez visionner. On appelle ça du pré-roll. Il est possible aussi d'avoir au moment des réponses en fait en fonction de ce que vous avez tapé dans le moteur de YouTube, une autre possibilité d'apparence. Bon, sachez qu'il y a beaucoup de formats qui sont disponibles sur YouTube. Un petit exemple concret. Bon, je vous ai dit, on est à Sophia Antipolis. Un de nos clients, c'est l'aéroport de Nice, qui eux ont lancé un nouveau produit. Ils souhaitaient communiquer dessus, qui en l'occurrence s'appelait le valet de parking. Le concept étant de se dire qu'il était possible, quand on habite la région, au lieu de laisser sa voiture au parking, de l'amener devant le terminal et que là, un valet de parking, donc une personne physique, allait prendre en charge votre voiture, la déposer au parking, la laver et vous la ramener au moment où vous atterrissez sur le vol retour. Donc leur problématique, c'était de faire connaître leurs produits, puisqu'on est vraiment sur de la niche et que personne ne savait même que ça existait, d'arriver à le faire mémoriser, et tout ça en le faisant avec une image et une connotation qui soit vraiment innovante et valorisante pour la marque et pour le produit. On a donc mis en place une campagne de retargeting dans YouTube. On a ciblé là, puisque typiquement, la liste de remarketing n'avait pas d'intérêt à être sur l'ensemble des visiteurs du site de l'aéroport. Des sites de l'aéroport, il y a des gens qui habitent à Paris, qui vont arriver à Nice. Ces personnes-là, elles ne sont pas du tout dans la cible. Il fallait absolument que ce soit une cible locale et habitant autour de l'aéroport pour pouvoir déposer sa voiture. Donc on a pris le parti de ne cibler que les gens. On a géolocalisé la campagne à des gens qui étaient situés dans un périmètre autour de 60 km autour de l'aéroport. Et ce n'est qu'à eux qu'on a proposé de diffuser la vidéo de l'aéroport et du nouveau service. Le résultat, sur une année, on a réussi à générer plus de 570 000 impressions, 90 000 visionnages, et ce à un coût moyen. Donc ça, c'est quand votre campagne est bien paramétrée et optimisée, un coût moyen par vue qui est inférieur à 5 centimes d'euros. Ce que ça veut dire, c'est que le reach et l'impact par rapport à la marque, par rapport au produit sur ce support-là, il a été archi positif. Et l'aéroport de Nice a renouvelé l'opération sur des nouveaux produits à venir. On a parlé, vous avez vu, de remarketing statique, de remarketing dynamique, de remarketing vidéo et de remarketing sur les réseaux sociaux. Un petit exemple, là encore client, un petit cas pratique qui va vous montrer qu'il est nécessaire et important de pouvoir cumuler et multisegmenter vos campagnes pour que l'impact soit optimal. Un de nos clients, Michael Zingraf, qui est un réseau d'agences immobilières de prestige sur la Côte d'Azur, qui propose des villas à partir de 2-3 millions et jusqu'à 30 ou 40 millions. Donc il y a vraiment un des gros acteurs sur ce secteur-là, qui eux sont venus nous voir en nous disant écoutez, nous on veut absolument être le numéro 1 en termes de ressenti sur ce secteur d'activité-là. On veut absolument que notre marque soit forte et qu'elle soit assimilée vraiment au leader de l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur. Les objectifs, c'était donc de la mémorisation, de l'image de marque et bien évidemment, une des finalités, c'était d'arriver à augmenter le nombre de contacts et le nombre de visites qui allaient être demandées sur X ou Y produits. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux ? On a décidé de se focaliser dans un premier temps sur des gens qui étaient venus sur leur site et qui avaient consulté des villas qui étaient au-delà de 5 millions et qui étaient géolocalisées entre Antibes et Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui sont des endroits relativement premium à côté de chez nous. On a identifié donc cette liste de remarketing
Et on a ensuite choisi des supports anglophones, puisque leur cible est très clairement soit anglophone, soit russophone, qui soient très valorisants. Là, l'idée étant pas de se dire on veut qu'un visiteur du site de Michael Zingraf les retrouve sur Le Bon Coin ou sur le blog des recettes de bonne famille, mais vraiment d'avoir quelque chose qui soit valorisant pour eux. Et là, typiquement, on a réussi à sélectionner un certain nombre de supports qui étaient vraiment très premium et anglo-saxons, si bien que les personnes reciblées ont pu voir les bannières de Michael Zingraf, par exemple là sur Forbes, mais sur d'autres supports comme le New York Times, comme l'Herald Tribune. On avait vraiment fait une sélection très spécifique de supports très très valorisants. En parallèle à ça, sur de la marque, donc sans sursegmenter par rapport à l'approche produit, on a aussi fait une campagne de retargeting sur Facebook, là qui était plus globale et plus orientée branding, donc sur l'ensemble des visiteurs du site. Et on a couplé ça aussi avec une campagne de retargeting sur YouTube, qui allait donc mettre en avant la vidéo corporate, on va dire, de présentation des activités de Michael Zingraf. De l'importance là d'avoir une segmentation différente pour arriver à monitorer les campagnes. Résultat, sur le réseau premium anglo-saxon, on a réussi à générer sur une année plus de 4 millions d'impressions, quasiment 10 000 clics. Sur Facebook, presque 4 millions d'impressions, plus de 4 000 clics. Et en vidéo, plus de 100 000 impressions, 16 000 vues, 1250 clics. Le clic, ce n'est pas la finalité. La revisite, c'est un des indicateurs de perf d'une campagne. Et ça va notamment déterminer le budget que vous allez y consacrer en termes d'achat média. La finalité de tout ça, plus 88% du nombre de demandes. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu de mobile. Le mobile en France, là encore, quelques petites stats, juste pour montrer de l'intérêt en fait de maintenant avoir une approche qui soit cross-device. Le marché mobile en France, c'est plus de 27 millions de mobinautes. Et ça va vous montrer là, le développement et l'attrait de la publicité sur ce support-là, sur ce device-là. C'est plus de 75% des investissements publicitaires par rapport à l'année dernière. Et là, la courbe, elle se veut être exponentielle dans les mois et dans les années à venir. L'intérêt du mobile, je ne fais pas la pub du mobile, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année dernière, 6 fois plus de devices mobiles, tablettes, smartphones que de PC portables qui sont vendus. Donc oui, vos clients, vos prospects, ils sont sur desktop, mais ils sont surtout sur mobile. Donc il faut absolument pouvoir aller les toucher là aussi sur le support mobile. Les supports mobiles, ils ont une spécificité quand même et un certain nombre de différences par rapport au desktop et notamment sur les possibilités de tracking. La performance. Pourquoi il y a de la performance? Parce qu'il y a de la diffusion, il y a de l'utilisation. Donc très clairement, oui, ça marche. Et notamment parce que maintenant, quasiment un mobilote sur deux a déjà fait un acte d'achat par le biais de son mobile. Donc oui, ça marche. Oui, il faut y aller. Donc il y a de la performance. Par contre, il y a aussi certaines limites et il faut absolument les appréhender au moment de lancement d'une campagne. Il y a 2 écosystèmes qui permettent de retargeter à l'intérieur d'un mobile. On peut le faire par le biais de ce qu'on appelle des mobile ads. Donc il y a plusieurs sites éditeurs qui proposent de l'impression publicitaire sur mobile. Et on peut le faire aussi à l'intérieur, donc ce qu'on appelle en in-apps, donc à l'intérieur de l'écosystème des applications. La problématique, comme je vous le disais, elle se fait au niveau de l'identification de l'audience. Sur un desktop, c'est relativement simple. On a un cookie qui est accepté. Alors d'ailleurs, accepté ou pas, c'est un autre débat, mais qui souvent peut être accepté. Et c'est ce cookie qui va permettre que l'IP soit intégré à une liste de remarketing et qui va permettre de générer une campagne de diffusion et une campagne de reciblage. On a un gros problème au niveau du retargeting mobile, notamment au niveau des iPhones. Pourquoi? Parce que par défaut, iOS n'intègre pas et n'accepte pas les cookies. S'il n'y a pas de cookies, il n'y a pas d'identification. S'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de reciblage.
Donc il faut faire très attention à ça. Et les grandes tendances, là, les grandes recherches qui sont menées, elles vont vers des possibilités d'outils de tracking au-delà des cookies à l'intérieur des devices mobiles. Le tracking d'audience est donc très très problématique. On l'a beaucoup moins dans le cas des médias sociaux. C'est pour ça que je l'évoquais avec vous sur du Facebook ou sur du Twitter, où là, finalement, on arrive à reconnaître votre device mobile, non pas parce que lui-même est identifié, mais par le biais de vos comptes utilisateurs. C'est-à-dire que Facebook va pouvoir identifier que vous étiez connecté sur votre compte depuis votre desktop. C'est ça qui va faire la corrélation entre votre IP et le site qui avait été visité. Et donc, il va pouvoir vous rebalancer de la pub sur votre mobile par le biais de votre compte utilisateur. Et c'est la même chose pour Twitter. Par contre, quand il n'y a pas ce dénominateur commun d'un compte en fait, qui est chargé, et d'un compte utilisateur, c'est beaucoup plus compliqué sur le device mobile. Bonne pratique. Quelques petits conseils rapides sur du retargeting mobile, si vous deviez vous y lancer. Ça va de soi, mais c'est avoir un site responsive web design. Si vous faites revenir depuis une campagne de retargeting qui a lieu sur votre mobile vers votre site, mais qui n'est pas ni une appli, ni une version mobile et qui n'est pas responsive, forcément aucun intérêt. Essayez aussi de trouver une solution qui vous permettra d'optimiser votre reach, et c'est-à-dire qu'il pourra faire une passerelle entre des possibilités de tagage et de tracking, à la fois sous Android, sous iOS et en écosystème in-app. Bien, je vais reprendre certains éléments là que j'ai déjà que je vous ai déjà exposés sur, de manière générale, qu'est-ce qu'il est important à prendre en compte pour bien construire sa stratégie. Un des éléments fondamentaux, ça va de soi, c'est de réfléchir à ses objectifs. Est-ce qu'on est dans une problématique de branding où un des indicateurs, un des objectifs va être la notoriété et l'image de marque? Est-ce qu'on est vraiment dans une démarche qui va vers de la conversion, où là on va vouloir nécessairement aller dans de l'engagement dans le process d'achat? Et d'ailleurs je dis process d'achat, mais en fait c'est process de conversion. Vous pouvez presque remplacer toutes les fois où je vous ai parlé d'achat par juste le fait de valider votre objectif, qui pourrait être une inscription à une newsletter par exemple, ou qui pourrait être une demande de contact tout simplement. Donc, est-ce que je suis sur de la notoriété exclusivement? Est-ce que je suis sur de l'engagement dans le process d'achat? Est-ce que je veux faire de la génération de leads? Ou est-ce que je suis tout en bas du funnel? Et on va le voir sur la slide qui suit. Et où, dans le cadre de City Marchand, je vais vouloir faire de la récupération de panier. Donc, réfléchir à ses objectifs, primordial. Ensuite, il y a 3 éléments fondamentaux à prendre en compte sur de la mise en place de sa stratégie. C'est le ciblage, le message et le multicanal. D'abord le ciblage, première question à se poser. Qui est-ce que je vais recibler? Comment est-ce que je vais segmenter ma campagne en fonction des engagements du visiteur? Comme on l'a vu déjà tout à l'heure, je ne vais pas m'adresser de la même manière à une personne qui est simplement venue sur mon site et est arrivée sur la home et y est restée 10 secondes et est repartie. On ne peut pas se dire qu'il y a eu une affinité ou un engagement très important, et quelqu'un qui a consulté une page catégorie, 5 pages produits, et qui a ajouté le produit à son panier d'achat. Autre élément très important, essayez d'arriver à identifier dans votre liste de remarketing les personnes qui seraient déjà récemment acheteurs ou qui sont déjà clients. Voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous en disais, c'est le fameux entonnoir de conversion, où en fonction du taux d'engagement du visiteur, on va avoir un message qui est spécifique. Le port funnel, qui est en fait la base en fait d'un visiteur qui n'est pas forcément très ciblé. Là, l'objectif, ça va être ce qu'on appelle la brand awareness, c'est d'arriver à s'adresser au plus grand nombre des gens qui sont venus sur votre site et à faire vraiment très clairement plutôt du branding, plutôt de la marque. Donc on va être là sur une approche avec des campagnes qui vont plutôt être sur de l'affichage marque ou du logo sur les bannières.
Et petit à petit, on va arriver, en fonction de l'engagement du visiteur, jusqu'à d'ailleurs la conversion, à des messages et à des approches qui sont un petit peu différentes. D'abord, je veux éveiller à ma marque, attirer l'attention. Une fois que j'ai attiré l'attention, l'étape d'après, c'est d'arriver à accroître et à développer l'intérêt. Pour développer l'intérêt, là, je vais vraiment plutôt mettre en avant mes UVP, mes USP, quels sont mes éléments différenciants, quels sont mes éléments forts. Là, on va pouvoir aussi faire une segmentation par intérêt produit et une personnalisation aussi en fonction des catégories d'intérêt. On descend encore dans le tunnel de conversion et le bas du tunnel, finalement, c'est ce qui est juste avant la conversion, juste avant la concrétisation. Et là, c'est typiquement là où il va falloir rajouter un bénéfice, rajouter un élément de rassurance pour très clairement que le bouton d'action et cette étape-là soit la plus transformante possible. Ça va permettre du coup de favoriser la conversion. Il y a des possibilités aussi de faire du retargeting en post-conversion, en post-transformation, où là, on ne veut plus générer un acte d'achat ou générer une demande de lead, mais on va vouloir faire là de la relation client. Identifier des personnes dont on sait qu'elles sont clientes, dont on sait qu'elles ont déjà acheté, et plutôt leur transmettre un message pour faire de la vente additionnelle, par exemple, ou de la fidélisation client classique. Après le ciblage, le message, eh bien, en fonction du ciblage, on a un message, et ce message, il faut qu'il soit personnalisé. Il faut vraiment adapter sa bannière à votre segment d'audience. Et la personnalisation, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Le design en lui-même, très clairement, il faut que vos bannières, elles donnent envie, ça va de soi. Et il faut aussi que le message que vous donniez soit sur une approche qui est très incitative vers de la conversion. Donc là, ça demande un gros travail sur les boutons d'action, par exemple, soit plutôt sur du branding, avec du coup des éléments de mémorisation de la marque. Fonction du cas dans lequel vous êtes, vous allez plutôt communiquer sur des éléments de rassurance, mais ça peut être aussi sur des UVP comme une promotion exceptionnelle, comme ça pourrait être des frais de transport gratuits, des frais de livraison gratuits ou ce genre de choses-là. Autre chose sur du retargeting dynamique qu'on conseille très fréquemment, c'est de ne pas se focaliser simplement sur un intérêt qui a été témoigné sur un produit en particulier, type ma basket que j'avais vu tout à l'heure pour faire du running, mais d'arriver à proposer en même temps que ce produit spécifique-là aussi l'ensemble de la gamme de produits avec des produits similaires. Sur de la conversion, c'est quelque chose qui est très efficace. Les conseils de manière générale. Il faut absolument arriver à créer des campagnes qui soient distinctes des autres campagnes, à la fois d'acquisition, ça va de soi, mais y compris aussi sur des campagnes de reciblage. Si on n'a pas le même segment d'audience, forcément le message ne sera pas le même et forcément les KPI, les objectifs de conversion de la campagne, les possibilités d'optimisation ne seront pas les mêmes. Profitez-en, y compris quand vous faites du produit pour faire du branding. Il faut absolument que sur l'ensemble de vos bannières, vous en profitiez pour faire mémoriser votre marque, mémoriser votre logo. Utilisez, on l'avait déjà vu dans les conseils sur le retargeting, absolument des variantes d'annonces. Au bout d'un moment, vos annonces, elles n'ont plus d'impact. Les gens se sont habitués à être sollicités et tout ce qui pourrait retirer de leur message, de votre message, de manière bénéfique, ça tombe à l'eau, parce qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle le banner blindness. Donc, il faut nécessairement varier les annonces et d'ailleurs en profiter quand on fait des variantes à pouvoir les tester pour savoir lesquelles sont les plus efficaces. Autre petit conseil, ajuster le capping. Le capping, c'est le taux d'exposition et c'est donc le volume d'impression qui va pouvoir être choisi pour chacun de vos visiteurs. On l'a vu tout à l'heure, dans certains cas, il y a vraiment de la sursollicitation. Là, l'impact, il est très négatif. Donc, fonction de votre segment, fonction de votre cible, il faut essayer de limiter le taux d'exposition. Sinon, clairement, la saturation publicitaire, ce qu'on appelle le banner burn-out, vous guette. Et là, tous les bénéfices d'une solution qui vous permet de garder le contact et de favoriser votre image, ça va aller à l'encontre en termes de résultats de ce que vous attendiez et plutôt harceler et être perçu comme très intrusif. Autre chose,
La finalité, c'est, au-delà du branding, c'est quand même beaucoup d'aller vers de la transfo, d'aller vers de la conversion. Donc il faut nécessairement avoir une grosse réflexion sur le call to action que vous allez avoir sur vos bannières. Vos bannières, très souvent, elles sont c'est des bannières qui sont animées, hein, donc elles vont rester figées normalement sur la fin de l'animation. Qui doit comprendre un call to action? Et il faut, ça c'est dans les fondamentaux de la web conversion, se poser la question d'intégrer un bénéfice, d'intégrer un élément incitatif sur votre bouton d'action pour aller générer de la transfo. Autre petit conseil, on l'avait déjà vu, qui est l'exclusion des clients qui ont déjà converti. Alors là, ça reprend simplement de l'intérêt de la segmentation des différentes campagnes. Hein, nous, systématiquement, pour nos clients, on fait un reporting, on isole dans le compte analytics du client chacune des campagnes, puisque les KPI ne sont pas les mêmes et les ROI ne sont pas les mêmes non plus. Donc c'était juste pour illustrer l'intérêt de rajouter en fait un UTM sur chacune des URL de destination de vos campagnes pour pouvoir mesurer chacune des différentes campagnes. Alors je vais ouvrir sur 2-3, et j'ai quasiment fini, sur 2-3 pistes de réflexion qui doivent être intégrées en fait, et qui sont liées à du remarketing. Réfléchissez au modèle d'attribution. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très souvent, par défaut, et c'est le cas pour beaucoup de canaux d'acquisition aussi, la conversion de l'objectif ou l'acte d'achat, elle va être attribuée au dernier clic. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, c'est votre bannière de retargeting qui va être considérée comme ayant tout le crédit finalement de la transformation, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Notamment pourquoi? Parce que la bannière de retargeting, elle n'est diffusée qu'à des gens qui sont déjà venus sur votre site et qu'il y a des canaux des campagnes qui ont été activées pour d'abord générer cette toute première visite. Alors faites attention, très souvent, sont identifiés pour de la mesure de la perf que le dernier clic, alors que ça, c'est pas très pertinent. Il n'y a pas de raison que le clic depuis une bannière de retargeting ait l'intégralité du crédit de la conversion. Donc se posent les questions des modèles d'attribution. Il faut essayer d'avoir une réflexion sur quel pourcentage de bénéfices est-ce que je vais donner à chacun de mes canaux d'acquisition. Le first touch, par exemple, la première visite générée, elle doit nécessairement avoir une partie en fait du crédit de la transfo. Donc, posez-vous ces questions-là, ça pourra faire l'objet d'autres thématiques, mais les modèles d'attribution, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, une approche multicanale. Il ne faut pas se cantonner à un réseau de diffusion, il ne faut pas se cantonner à une segmentation, à une cible. Il faut vraiment multiplier à la fois les canaux et les devices. Pour finir, et heureusement parce que je suis au bout du rouleau, il faut aussi absolument, même si ce n'est pas dans le cadre d'une campagne de retargeting, avoir un outil d'analyse qui soit optimisé. Là, on l'a vu tout à l'heure, si on ne mesure pas les retours, on ne peut pas améliorer et on ne peut pas percevoir son ROI de manière satisfaisante. Le retargeting, c'est là pour vous aider à transformer, sauf que ça va passer par une revisite de votre site, ça va vous renvoyer vers votre site, et si le taux de conversion en lui-même de votre site il est nul, il ne se passe pas grand-chose, donc il faut absolument le travailler aussi. Et là, c'est une évidence, mais néanmoins, pour retargeter, c'est du reciblage, ça part de la visite de votre site. Pour avoir des gens à recibler, il faut faire venir des gens sur votre site, et du coup, il faut faire de l'acquisition de trafic aussi. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Merci beaucoup. Un petit peu de repos. Et pendant ce temps-là, peut-être des questions en lien avec la présentation qu'on vient d'avoir. Oui. Oui, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas du tout parlé de LinkedIn. C'est pas un canal intéressant. Ils font pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ils font pas encore, c'est pas encore développé, c'est en réflexion, donc ils vont y arriver très clairement. En plus, ils ont noué des accords stratégiques avec des grosses sociétés de retargeting, avec des gros retargeteurs, donc ça ne saurait tarder, mais c'est pas encore efficient. Viadeo idem. Mais on y arrive, très clairement on y arrive. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir des idées de coûts de gestion d'une campagne e-targeting en moyenne? Non, son micro, c'est injouable. Le coût, alors très clairement, le coût, ça va dépendre du modèle de facturation. Le modèle de facturation, il peut être soit au CPM, donc là vous allez payer de l'impression, il peut être au clic, donc là on paye au CPC, ou il peut être aussi à l'action. On paye à ce moment-là au CPA. Donc c'est assez difficile finalement de déterminer en amont un coût, sachant qu'en plus le coût global d'achat média, il va clairement dépendre du segment que vous allez recibler et du volume d'audience qui va être concerné. Donc c'est assez difficile à dire. Sachez que en règle générale, quand on est sur un modèle RTB, le coût au clic, il va correspondre à entre 50 centimes et jusqu'à 2-3 euros pour des supports les plus premium. Ça, c'est du clic. Après, la grande question, c'est combien d'impressions est-ce que vous arrivez à générer pour ce clic-là? Mais et autre élément qui est peut-être intéressant, si la question c'est qu'est-ce que ça me coûterait de me lancer, et ça peut être ça, de toute façon, là, dans ces cas-là, le dynamique, le retargeting dynamique, surtout sur de l'e-marchand, la majorité des gros acteurs en fait sur ce secteur-là, ils ne vous adresseront pas la parole si vous n'avez pas au moins 50 000 VU par mois. Sinon, à ce moment-là, il y a d'autres solutions, et notamment par le biais du GDN, où là, vous pouvez vous-même vous créer vos campagnes et paramétrer de manière archi flexible le budget quotidien que vous souhaitiez y consacrer. Là, je vous aiguillerai plutôt vers du GDN à ce moment-là, si vous avez un petit volume d'audience. Petit volume d'audience, c'est ceux qui ne sont pas vraiment éligibles aux dynamiques, c'est-à-dire qu'en dessous de 40-50 000 VU mensuels, il vaut mieux s'orienter vers du GDN en mode statique.